Merci beaucoup, Imola. Merci beaucoup, bien sûr, à l'Académie Notre Europe, à l'Institut Jacques Delors, Notre Europe, pour m'inviter, pour me permettre d'être avec vous pendant ce temps-là. J'étais très intéressé à écouter la dernière partie de l'intervention et des commentaires de Herman Van Rompuy, parce que la même chose que Enrico Letta, je considère Herman Van Rompuy un des meilleurs exemples de ce qui doit être un homme politique, un leader politique pour faire avancer l'Europe et pour renforcer l'intégration européenne. J'ai toujours eu une passion pour l'Europe. En tant qu'étudiant à l'université sous le franquisme, on était tous, presque tous, démocrates, on aimait la liberté, on considérait l'Europe comme la référence vers laquelle l'Espagne devrait avancer une fois la dictature serait finie. Mon premier boulot professionnel comme économiste, c'était à Bruxelles, travaillant sur des questions européennes. Alors j'ai connu pour la première fois la Commission de l'extérieur. J'ai travaillé sur des questions européennes, je devais travailler avec la Commission, avec le commissaire, le cabinet des commissaires, des fonctionnaires, en étant membre, en étant citoyen d'un pays qui n'était pas et qui ne devait pas être membre de l'Union européenne ou de la communauté européenne de l'époque, jusqu'au moment où nous serions une démocratie. Alors on a lutté pour la démocratie et on avait l'Europe comme objectif, comme modèle de référence. On a pu avancer dès qu'on a récupéré les libertés. Quand on est arrivé au gouvernement, nous, mon parti, le Parti socialiste, moi je faisais partie du premier gouvernement, et c'est le premier gouvernement socialiste de Felipe González qui a réussi à finir les négociations avec la communauté européenne, et je puis négocier les aspects sociaux de l'accession de l'Espagne à la communauté européenne de l'époque. C'est à cette époque-là que je connais personnellement, j'ai négocié avec lui, Jean-Claude Juncker. Et depuis ces périodes-là, à l'époque que l'Espagne est rentrée, Jacques Delors était le président de la Commission, venait d'être nommé comme président de la Commission. Ça a été la période plus brillante que j'ai connue de l'intégration européenne entre l'année 85, c'est l'acte unique, le début de la construction du marché intérieur, la fin de ce qu'on appelait à l'époque l'eurosclérose, et 85, c'est la fin du mandat de Jacques Delors comme président de la Commission. C'était presque la fin du gouvernement socialiste qui avait été élu pour la première fois en 82. On a fini, nous, la période du gouvernement socialiste en 86, et je crois que c'est la période la plus brillante de l'intégration européenne. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors pour affecter la position de la Commission européenne? À l'époque de Jacques Delors, c'était une commission puissante. Une commission puissante, pas seulement parce qu'elle remplissait très bien les trois éléments, les trois responsabilités qui sont propres à la Commission européenne d'après les traités, la défense de l'intérêt général, être la gardienne des traités et l'exécution des politiques communautaires au niveau européen. Ce sont les tâches assignées à la Commission par les traités. À l'époque, ces commissions-là l'a fait très bien. D'autres équipes, d'autres collèges de commissaires ont aussi rempli ces trois fonctions, mais à l'époque de Jacques Delors, il y avait aussi le leadership. Et maintenant que Herman Van Rompuy a quitté la salle, je dois dire, je m'en doute aujourd'hui, même en ayant connu Jacques Delors comme président de la Commission, si aujourd'hui, avec les rôles du Conseil européen et les rôles attribués par le chef d'État et de gouvernement au président du Conseil européen, la Commission aurait pu jouer le même rôle de leadership. C'est une question. On ne pourra jamais répondre à ces questions-là parce que ça c'est le passé. Maintenant, il faut voir comment la position unique de la Commission et les responsabilités attribuées à la Commission, pas seulement sont remplies d'une façon correcte, mais sont accompagnées de ce rôle de leadership et
leaders des initiatives qui doivent faire avancer l'intégration européenne. Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que c'est la Commission? C'est un gouvernement. On peut considérer que la Commission est le gouvernement de l'Europe? Oui et non. D'un point de vue, oui, il y a les capacités, les responsabilités, les instruments d'un pouvoir exécutif. Oui. Il y a le monopole de l'initiative législative. On parlait, quelqu'un d'entre vous parlait de ça dans une des questions à Herman Van Rompuy. Oui, il y a le monopole de l'initiative législative, bien sûr. Mais la Commission n'a pas le monopole de l'initiative politique. Elle n'est même pas l'acteur le plus important pour faire avancer des grandes initiatives politiques dont l'Europe a besoin. Ça, c'est le rôle maintenant plutôt du Conseil européen, n'est pas le rôle de celui qui a le monopole de l'initiative législative, qui continue à être la Commission. Il n'est même pas le rôle du Parlement européen, même si le Parlement représente à tous les citoyens européens, est un vrai Parlement élu par notre voix individuelle, libre, secrète, etc. Alors oui, c'est un gouvernement peut prendre des initiatives, peut adopter des décisions dans une série de domaines, certains d'entre eux très importants, c'est le cas, pas seulement parce que j'étais là il y a 3 ans, mais la concurrence, il y a un vrai pouvoir de décision très important dans les mains de la Commission et dans d'autres domaines aussi, à différents niveaux. Mais dans la plupart des domaines, la Commission n'a pas les derniers mots des décisions importantes. Cela appartient au Conseil européen ou différentes formations du Conseil, ou, dans le cas de codécision, le Conseil et le Parlement, la Commission pousse, la Commission présente des initiatives, la Commission fait des honest brokers, la Commission aide à la prise de décision, mais la dernière parole, le dernier mot pour les décisions, c'est typique de beaucoup de gouvernements qu'on connaît dans la démocratie parlementaire, n'est pas dans les mains de la Commission. Jean-Claude Juncker, quand il a pris position comme le gagnant dans le processus de Spitzenkandidat des dernières élections européennes, il a dit moi je veux être le président d'une commission plus politique. Ben oui, c'est très bien. Ça peut aider à renforcer un rôle que la Commission doit avoir, même avec une certaine concurrence avec les conseils européens et avec les leaders nationaux, c'est de prendre des initiatives politiques. Moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord. La Commission est formée par des hommes et des femmes politiques. La plupart de mes collègues, pendant 10 ans et demi, autour de la table du collège des commissaires, avaient joué ou entendaient qu'ils voulaient jouer, après être commissaire, un rôle politique dans ces pays. Pas seulement dans mon cas. J'étais membre du Parlement espagnol pendant 25 ans. 9 ans, membre du gouvernement. Bon, c'est un politique qui arrive là. La plupart de mes collègues avaient joué, ou les plus jeunes voulaient jouer après ces rôles. Et c'est très bien. Ce sont des hommes et des femmes politiques. Et les types de décisions, beaucoup de décisions que la Commission doit prendre, même quand elle adopte des initiatives législatives, mais aussi, bien sûr, quand elle a la capacité de la décision finale ou de lancer des idées pour le débat, c'est un rôle politique. La Commission ne doit pas être le secrétariat des conseils. Parfois, il y a des gens qui accusent la Commission. Vous êtes en train maintenant de devenir le secrétaire du Conseil. Le Conseil vous demande d'écrire un papier, vous écrivez un papier. Le Conseil vous demande de faire une étude, vous faites l'étude. La Commission vous demande de calculer l'impact de certaines décisions et vous faites le calcul. Bon, ça, la Commission sait le faire, elle le fait très bien d'ailleurs. Les fonctionnaires européens sont très bons.
la qualité professionnelle de ces fonctionnaires, de ces équipes, des gens, c'est fantastique. Et beaucoup d'entre eux ne sont pas seulement de bons professionnels, très bons professionnels, mais ils ont le courage des pro-européens. Alors, ils veulent mettre sa professionnalité, ses savoir-faire, ses know-how au service de l'intégration européenne. Mais le rôle de la Commission doit avoir une vision plus ambitieuse. Ne doit pas rester à ce niveau-là. La Commission peut être un bon think tank, mais n'est pas un think tank. La Commission doit avoir une vision politique et un sens politique quand elle prend les décisions, mais ne doit pas être une institution partisane. Les décisions de la Commission, la définition des priorités de la Commission ne doit pas être une décision qui soit applaudie par une partie de spectre politique et complètement rejetée par l'autre. La Commission ne doit pas creuser la polarisation du débat politique. De mon point de vue, la Commission doit essayer de renforcer le consensus pro-européen. Il peut y avoir, il y a beaucoup de débats politiques avec de différentes positions entre les gens, même à l'intérieur du collège des commissaires, bien sûr au Parlement européen, au Conseil, dans les débats publics, mais le rôle de la Commission n'est pas prendre parti par une des positions dans les débats politiques, disons, partisans. Doit essayer de renforcer le consensus pro-européen parce que les larges majorités qui sont nécessaires pour faire avancer les options les plus importantes de l'intégration européenne ne doivent pas trouver des obstacles avec l'action de la Commission. C'est le contraire. Doit aider à renforcer ces consensus et ces majorités larges. Le pouvoir à l'intérieur de la Commission. Qui a le pouvoir à l'intérieur de cette institution? Bon, bien sûr, le président, c'est très important. Le président de la Commission, maintenant, a une légitimité renforcée. Jusqu'à 2014, il y avait la légitimité qui venait de la décision consensuée ou largement majoritaire des chefs d'État et de gouvernement et du vote d'acceptation de la part du Parlement. Maintenant, il y a eu le processus de Spitzenkandidat. Je suis d'accord avec Van Rompuy, ce n'était pas parfait, bien sûr. En Espagne, étant donné que notre capacité de comprendre et parler des autres langues, c'est très réduite, on ne comprenait pas un seul mot quand le débat c'était en allemand. On peut comprendre un peu plus en français, parce que c'est pareil à l'espagnol, mais on ne savait pas très bien qui était Schulz, et on ne savait pas très bien qui était Juncker, et pour ne pas parler des autres candidats qui étaient là, candidats de Verts et tout ça. On n'a pas vécu ce débat, non, pas du tout. On a participé aux élections européennes dans un pourcentage beaucoup plus bas que dans les élections nationales ou régionales ou locales, mais on n'a pas bien compris ça. Mais le président a cette légitimité renforcée, c'est la proposition de chef d'État et de gouvernement entre les candidats des forces politiques qui se présentaient aux élections et l'appui du Parlement. Le président est aussi membre du Conseil européen. Après le traité de Lisbonne, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est invité. Le président de la Banque centrale européenne est invité, beaucoup de fois. Le président du Parlement est toujours invité pour faire une introduction au Conseil européen. Et après, on lui dit, monsieur, madame, c'est fini. Allez faire votre conférence de presse. Le président de la Commission est membre du Conseil européen, est l'interlocuteur chaque jour des grands leaders européens, chefs d'État et de gouvernement et d'autres leaders européens et internationaux. Il y a une équipe beaucoup plus forte que l'équipe qui appuie le travail des commissaires. Il y a un cabinet,
le chef de cabinet, jusqu'à il y a une semaine ou deux, est connu parce qu'il n'est pas une personnalité faible du point de vue de décision. Et maintenant, il a été transféré, je ne sais pas si par sa propre décision ou la décision de Juncker, il a été transféré au secrétariat général. Et le secrétaire général, c'est le fonctionnaire numéro 1 de la Commission, et il a la capacité de coordonner le travail de tous les autres directions générales, de toutes les autres divisions secteurs administratifs. Alors, le secrétaire général et le chef de cabinet du président travaillent pour le président, bien sûr. Il y a un think tank interne à la Commission qui dépend directement du président, et que le président et son cabinet décident qui est là, quel est l'agenda de ce think tank, etc. Il y a le service juridique. C'est une institution dans une communauté de droit très importante et qui dépend directement du président. J'étais, comme je disais, commissaire à la concurrence pendant presque 5 ans et je devais, chaque décision, savoir quelle était l'opinion du service juridique, qui ne dépendait pas de moi. Si l'opinion du service juridique était contraire, il fallait trouver une solution. Parce que si le service juridique qui assiste aux réunions du collège, le chef, derrière, dans le deuxième rang, mais il est là, et parfois il intervient. Si le président demande quelle est l'opinion du service juridique sur cette proposition de M. Antel ou Mme Antel, le chef du service juridique communique la décision. Si la décision du service juridique est négative, c'est fini. On passe au prochain point de l'agenda. Alors, tout ça, ce sont les pouvoirs du président. Alors, on dit que la commission est un collège, et c'est vrai. C'est un collège. Chaque commissaire, même le président, envoie, et parfois on vote. J'ai participé dans les derniers mois de la commission Prodi avec Romano Prodi. Presque chaque réunion, il y avait un vote. Moi, je venais d'arriver, j'étais enchanté. Je pouvais, en étant nouveau, je pouvais voter comme Mario Monti ou comme Pascal Lamy ou comme n'importe quel autre membre du collège. Avec Barroso, on votait. Barroso aimait beaucoup les consensus préalables. D'essayer d'arriver au collège des commissaires le mercredi avec tout réglé, sans grande discussion. Ce sont des styles différents. Mais la collégialité est théorique. Dans la pratique, le président a beaucoup plus de pouvoir dans ses collèges que tous les autres qui sont des élèves du collège, si le président veut exercer son pouvoir. C'est une commission collégiale, c'est la définition, et la règle d'une voix par commissaire, mais c'est une commission présidentialiste. Elle était présidentialiste, bien sûr, à l'époque de Jacques Delors, elle était présidentialiste à l'époque de Barroso, et maintenant, elle est présidentialiste par Juncker et son entourage. Martin Selmayr aussi compte. Les vice-présidents. Moi, j'étais vice-président de la commission, et c'était très bien pour la carte de visite. Dans la Barroso 2 Commission, moi j'étais commissaire à la concurrence, et Barroso m'a dit, on se connaissait déjà de la première réunion, de la première commission, il m'a dit, Joaquin, je veux te proposer comme vice-président. Ah, merci beaucoup, José Manuel, fantastique. Carte de visite, vice-président et commissaire à la concurrence. Pouvoir additionnel, zéro. Aujourd'hui, on a organisé la commission. Il y a toujours le débat à la commission, il y avait toujours le débat depuis la commission Prodi, on est trop, une fois que l'élargissement a eu lieu, avec 24 membres, il y en avait beaucoup de commissaires autour de la table, 15, 10, 25, c'était à l'époque 25. Après mai 2004, on a dit, bon, on va préparer pour la prochaine commission des groupes de commissaires qui vont faire une espèce de caucus pour préparer les débats pour le collège. Mais étant donné que le collège a un vote par commissaire, les groupes de commissaires n'ont jamais fonctionné bien. Ni à la commission Prodi, ni à la commission Barroso. Il y avait Chris Patten, un fantastique commissaire britannique de relations extérieures, qui m'a dit un jour, dans une réunion, c'était un petit déjeuner, 6 commissaires, groupe de commissaires.
Il dit, oh, ce groupe de commissaires sont très intéressants parce qu'on peut échanger les gossips de Bruxelles. On ne pouvait rien décider, c'était les vraies décisions, c'était la préparation traditionnelle, coordination des différents services à la Commission, inter-service consultation, les directeurs généraux doivent trancher quand il y a des discussions à l'intérieur de différents services. Après les réunions de cabinet des commissaires, 2 réunions par semaine, une de membres des différents cabinets spécialisés dans chaque point de l'agenda, et après, 2 jours avant la réunion du collège, si le collège se réunit le mercredi, la réunion de chef de cabinet est le lundi. Si le collège à Strasbourg, une fois par mois, se réunit mardi, la réunion des chefs de cabinet, peut-être c'est vendredi après-midi, c'est pas l'hebdo. Là, il y a beaucoup de discussions politiques entre les membres du cabinet. Chaque commissaire donne instruction à son chef de cabinet et aux membres du cabinet pour savoir comment est-ce qu'ils ou elles peuvent défendre les positions du point que le commissaire va présenter pour le collège chaque semaine. D'ailleurs, le président a le pouvoir de dire « Non, cette semaine, je ne vais pas ce point. Attendez un mois. » Ça, c'est un pouvoir important. Alors, il faut avoir un cabinet capable de faire des bons arguments pour faire avancer les points que le commissaire veut approuver dans la réunion du collège hebdomadaire. Et il y a la possibilité de faire approuver comme point A des points très importants s'il n'y a aucune opinion négative, aucune discussion qui n'a pas conclu entre les cabinets. On approuve finalement les points par les cabinets et la réunion du collège est reçu une demande dans le premier point de l'agenda du collège. Il y a des commentaires sur les points déjà approuvés par les cabinets? Jamais. Au moins à mon époque, ce sont des points approuvés. Alors les cabinets ont beaucoup de pouvoir. Les vice-présidents, non. Même aujourd'hui, les vice-présidents, il y a 5 ou 6 qui doivent coordonner au commissaire. Et chaque vice-président, dans certains cas, doit coordonner certaines activités de 3 ou 4 commissaires différents. Katainen, ou le commissaire Šefčovič, ou le commissaire Dombrovskis, ont différentes questions à être coordonnées pour différents commissaires. Je ne peux pas imaginer que Pierre Moscovici, commissaire à l'Union économique et monétaire aux affaires fiscales, est très content quand le vice-président Dombrovskis de la Lettonie lui dit « Pierre, je suis en complet désaccord avec ce que tu veux faire pour le déficit public avec l'Espagne. » En général, les commissaires qui ont son portefeuille direct, qui travaille avec toute la structure administrative de la direction générale ou des directions générales affectées, va avoir beaucoup plus de capacités et de pouvoirs réels pour convaincre le vice-président que son rôle de coordination n'est pas capable de faire des barrières pour la décision finale. Je ne connais pas beaucoup de cas où les vice-présidents actuels ont été capables de freiner les choses si le commissaire directement en charge d'un portefeuille veut le faire avancer. Et les commissaires dépendent beaucoup, dans son pouvoir, d'après mon expérience, du type de portefeuille. Si on est commissaire au budget, on a pas mal de pouvoir, parce que c'est le budget de tous les autres. Et celui qui est le chef de file du dossier a beaucoup de pouvoir pour régler avec le président, en négociation avec le président et son équipe, pour trancher les différentes opinions avec les commissaires d'un secteur ou d'un autre, que
vont vouloir toujours un budget plus grand pour eux. Mais aussi, il y a la capacité pour le commissaire, dans les débats du collège, et pour son cabinet, d'être capable d'avoir des opinions et des arguments pour appuyer les opinions sur d'autres affaires. Si la commission est un collège, le commissaire ne doit pas être seulement attentif à son portefeuille. Son portefeuille, c'est sa responsabilité principale, mais il faut avoir des opinions et essayer d'influencer les opinions collectives. Et ça, on ne peut pas le faire seulement les derniers jours aux réunions du collège. Parfois, on le fait. Parfois, si le point au collège, le débat au collège est ouvert parce qu'on n'a pas réussi à avoir un consensus avant, c'est très important, les discussions du collège, ou parfois quand le collège, par décision du président, dit « Ok, aujourd'hui, on va avoir un débat d'orientation sur des décisions qu'il faut adopter formellement dans 3 mois ou dans 4 mois. » Alors là, ce débat d'orientation, c'est politiquement très important. Et il y a des commissaires qui, s'ils s'occupent seulement de ces affaires, de son portefeuille individuel, ne sont pas très actifs dans ce débat d'orientation pour influencer la définition des priorités, l'opinion de l'ensemble. Il y a des commissaires qui croient que c'est une de ses responsabilités, et là, on gagne de l'influence. Le président qui a établi l'ordre du jour, on a pu négocier avant avec les cabinets des présidents et avec le secrétariat général que tu veux inclure un point pour la semaine prochaine. Et ça dépend. Parfois, oui, parfois on dit attends un mois pour des raisons politiques ou d'opportunités, n'importe quoi. Il y a l'agenda qui a été déjà accordé au niveau des cabinets et tout ça. Et les présidents, dans les points importants, normalement ouvrent. Ça dépend des personnalités du président. Barroso, il ouvrait, et quand il était intéressé à obtenir un résultat final qui n'était pas clair, il essayait de marquer sa position avant de donner la parole. Avant. Moi, je crois qu'une possible solution pourrait être celle-là. Alors, on va trouver 2 types de commissaires. Les commissaires qui disent, moi je ne suis pas exactement d'accord avec le président, je demande la parole. Okay. Le premier, c'est le chef de file des points, mais il y a d'autres qui demandent la parole. Il y a un temps limité? Oui. Étant donné qu'on est 28 autour de la table, il y a l'ancien secrétaire général avec Barroso, Catherine Day, appelée Catherine Day at Night, parce qu'elle travaillait beaucoup. Elle a découvert qu'avec l'iPhone, 2007, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à utiliser l'iPhone, il y a le truc où l'on peut faire le timer avec le timer et à 3 minutes ou 4 minutes, quelque chose sonnait. Il y avait certains commissaires disciplinés qui cessaient de parler immédiatement, il y a d'autres qui continuent à parler. Et en quelle langue ils prennent la parole dans ces cadres-là? Anglais. Toujours, tout le monde? Un tout petit peu de français, les commissaires français. Les commissaires belges, quand il est flamand, anglais, quand il est francophone, français. Les commissaires italiens, moi j'ai connu 2 ou 3, le dernier Tajani français, plutôt, et le reste anglais. Mais vous avez toujours des interprètes au cas où? Oui, bien sûr. On peut parler en 3 langues, français, anglais, allemand. Okay. Allemand, l'autrichien, même pas l'allemand. La plupart des fois, l'allemand parle anglais. Parce que il y a des gens qui, même en étant allemands ou germanophones, ils veulent parler dans une langue qui ait moins de difficultés de traduction simultanée. L'allemand, c'est terrible, parce qu'il doit attendre au verbe pour retourner. Non, mais, alors 3 à 4 minutes, une deuxième tour, et parfois, on ne peut pas adopter les points. D'accord. Mais il y a des fois qu'on ne peut pas adopter les points, et cela pose des problèmes, parce que, normalement, c'est un point important, notre chef de presse, le porte-parole du commissaire,
à négocier avec les porte-parole de la Commission. Ok, le commissaire va descendre à midi moins quart pour faire la conférence de presse sur le point qui est à l'agenda. Ah, oui. Non, si le point n'est pas adopté, c'est un problème. Oui, je... Alors c'est une façon de faire la pression pour les collègues, de dire j'ai fait la conférence de presse, il faut arriver à l'accord. Mais parfois, il y a eu des points qui ont été reportés. Non? Merci. Mais quoi encore? Le rôle politique des commissaires, je finis avec ça. Il y a un rôle politique à l'intérieur du collège, bien sûr, pour préparer des décisions avec un sens politique, pour négocier avec tous les interlocuteurs, les stakeholders qui vont visiter la commission pour influencer un dossier ou pour présenter un problème. Il faut avoir des skills pour négocier. Mais la communication, j'ai fini par ça. Communiquer, c'est toujours difficile. Communiquer sur des questions européennes, c'est encore plus difficile parce que le jargon bruxellois, c'est terrible, pas seulement l'accent, le jargon. Il faut décodifier la façon dont l'on parle là. On parle même en anglais typique de Bruxelles, avec des mots que jamais un Britannique va employer, mais à Bruxelles on l'emploie et on s'entend très bien avec les autres. Et il faut communiquer aux journalistes de Bruxelles, il y en a beaucoup, la majorité d'entre eux très bons connaisseurs des questions européennes, et il faut communiquer au-delà de la bulle de Bruxelles, non de la ville, mais de la bulle. Et ça c'est extrêmement compliqué, parce que dès qu'on sort, un jour me disait Herman Van Rompuy, moi j'ai toujours travaillé à la rue de la Loi à Bruxelles. C'est le Parlement, c'est à la rue de la Loi, les ministères des Finances, rue de la Loi, le Premier ministre, rue de la Loi, le Conseil, rue de la Loi, et la Commission, rue de la Loi. C'est complètement différent. Chaque place où je travaille, dans la même rue, c'est complètement différent. Et la capacité de se comprendre d'un côté à l'autre de la rue de la Loi, entre la Commission et le Conseil, parfois, c'est pas facile. Et la possibilité de s'entendre, de se comprendre entre les institutions belges de la rue de la Loi, plus près de la Grande Place, et les institutions européennes près des ronds-points Schuman, c'est très difficile. C'est Bruxelles. Alors si l'on va à Athènes, ou ici à Paris, quand j'ai fait des conférences de presse là au bureau de la Commission, ou à mon pays, en Espagne, n'importe où, il y a des difficultés. Des transmissions, c'est un problème, un vrai problème, avec toute cette interférence des leaders politiques que parlait Van Rompuy, qui disent racontent une histoire de la réunion du Conseil européen ou de l'Eurogroupe complètement différente de la réalité. Alors, voilà, ça c'est un des problèmes de l'intégration européenne, c'est pas le plus important. Bon, je m'arrête ici, c'était trop long. Non, c'est pas trop long, c'est passionnant et je pense qu'on a plein de questions. Allez. La chaîne des Alpes reprend la chaîne montée. des Alpes. Voilà, ce sont les working groups. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Alors, vous nous avez parlé des commissaires européens. Leur figure a souvent été critiquée parce que leur rôle est entre celui de politicien et celui de bureaucrate. Donc, nous voudrions savoir votre avis à ce sujet. Et nous voudrions également vous demander ce qui a changé au fil du temps à propos de ce fait-là et quels sont les risques et les défis d'être entre politiciens et bureaucrates. Ouais. Réponds? Oui, j'ai demandé. Oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas en faveur de la politisation dans le sens partisan. Hein? Je suis complètement contre ça. Je crois que ce n'est pas le rôle de la Commission. Alors, les commissaires, tous, sont des hommes ou femmes politiques et ont un parti, ont incarné des partis. Et je dois dire que dans le Barroso II, les sociodémocrates, nous étions minoritaires et nous ne prenions pas même le temps pour nous réunir avant. Parce qu'on savait que si on s'est coordonné, les 6 qui étions sociodémocrates, les autres 21 ou 22 allaient réagir contre nous. Toutes nos propositions allaient être
comment est-ce qu'on dit, rejeté. Les commissaires du Parti populaire, bien sûr, c'est coordonné, et même les commissaires libéraux, qui étaient plus nombreux que nous, avaient des coordinations. Quelle était la validité de cette coordination relative, de mon point de vue? C'est très bien d'avoir de bons rapports avec les groupes parlementaires au Parlement. Et si le groupe socialiste, qui est le numéro 2 du Parlement, qui s'est réuni à mon époque une fois par mois avec les commissaires socialistes ou social-démocrates, avec la direction du groupe socialiste, politiquement décide d'appuyer les positions d'un commissaire, bon, ça c'est très bien, c'est un appui pour faire avancer les dossiers au niveau du Parlement, dans le cas des socialistes, dans le groupe qui est le numéro 2, un nombre de membres. Au Conseil, dans mon expérience, c'est très rare les cas où l'alignement politique change les positions d'un gouvernement qui représente son pays. Ce sont plutôt les intérêts nationaux et les priorités nationales qui comptent. Alors, il faut être politique pour avoir une vision, pour savoir quelles sont les vraies priorités, pour savoir traduire ces priorités dans des politiques, des décisions politiques qui ne sont pas injustes, qui ne vont pas créer plus d'inégalités, pour défendre les droits des citoyens. Alors, les valeurs doivent être là. On ne peut pas adopter des décisions qui vont contre nos valeurs. Mais pas agir d'une façon partisane. Vis-à-vis de la bureaucratie, moi j'aime bien avoir une bureaucratie forte et compétente. C'est parfait. Sans bureaucratie, les décisions politiques vont être erronées, vont être inefficientes et vont être, ou peuvent être bloquées. La bureaucratie compétente est en même temps une bureaucratie forte. S'ils ne sont pas forts, normalement ils ne sont pas compétents. Moi j'ai trouvé une compétence excellente à la bureaucratie de la Commission. Mais, en étant un commissaire ou une commissaire politique, la responsabilité politique dit que la décision doit être du commissaire ou du collège de commissaires. Il faut obtenir tous les avantages d'une bureaucratie forte, compétente, excellente, mais ne pas se laisser gouverner par la bureaucratie. Et là, les bons bureaucrates acceptent le jeu. Et ça, c'est une chose, dans mon expérience à la politique espagnole, c'était différent. Les commissaires, les ministres, avaient la possibilité de nommer pratiquement tous les hauts responsables des ministères, même s'ils succèdent ou elles succèdent à un ministre de son propre parti, change beaucoup de fois, mais là, affaiblissent la capacité positive de la bureaucratie et sans donner des avantages parce que la professionnalité de la bureaucratie manque pour la définition des politiques, pour la présentation des solutions. Moi j'aime bien une bureaucratie forte, mais un gouvernement politique de la bureaucratie. Et dans le système communautaire, je crois qu'il est parfaitement possible. Alors, on y va. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention et votre témoignage, c'était passionnant. Moi, je souhaitais vous demander, comme il y a un commissaire par État membre, je voulais savoir si dans le collège des commissaires, il y avait une sorte de biais national de la part des commissaires qui défendent un peu leur chapelle, ou si vraiment il y a cet esprit européen qui est partagé par tout le monde et au-delà des nations. Prenons plusieurs questions, d'accord? D'accord. Alors, c'est parti, au fond. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse rapidement plus à votre portefeuille à la Commission européenne, sachant que l'Europe se tourne vers le numérique, etc. Une entreprise ne peut pas avoir de monopole étatique, mais c'est différent avec les données. Donc j'aimerais savoir à quel point le droit de la concurrence va être impacté par le numérique et comment la Commission se prépare à ça, si elle s'y prépare. On continue.
Moi j'avais deux questions. Je voulais revenir sur ce que vous nous disiez, que vous ne pensiez pas que la politisation de la Commission était une bonne perspective et qu'au contraire elle devait entretenir, je vous cite, le consensus pro-européen. Je voulais savoir si cette manière de procéder ne risquait pas quelque part de vider de leur sens les élections européennes, en ce sens qu'en procédant de cette manière, on ne donne pas aux citoyens le sentiment que d'autres politiques sont possibles, mais qu'au contraire, quel que soit le résultat des élections, on va aller dans le même sens. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cet argument. Et deuxièmement, je voulais avoir votre vision par rapport à ce qui se passe actuellement autour des Spitzenkandidaten, justement, avec cette opposition entre le Conseil et le Parlement qu'on est en train de voir émerger. Comment vous pensez que ça va évoluer? Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, je pense que c'est un bon premier tour et après on refera un autre premier. Alors, je vais essayer d'aller rapide. On a encore une demi-heure. Les commissaires et son pays. Ça, c'est une question fantastique parce que la plupart des pays pensent que les commissaires qui a sa nationalité est son ambassadeur. Et il y en a des cas où j'ai connu des collègues à la commission, j'ai participé à 3 commissions différentes, j'ai connu 3 collèges différents, certains collègues qui considéraient sa première responsabilité être l'ambassadeur de son pays. Oui. Il y a une pratique pour ne pas expliciter ce type d'ambassade shadow embassy, de dire les pays que je connais le mieux. Comme l'Espagne est un pays très compliqué, je n'ai jamais dit cette sentence. Je dis bon, mon pays c'est très difficile à comprendre. À Madrid on dit que... Mais, d'après mon expérience, si un commissaire, une commissaire, considère que sa première responsabilité, une de ses plus importantes responsabilités, c'est d'essayer de maintenir les positions de son pays, il va perdre la crédibilité dans le deuxième débat. Ah oui. La première fois, on va dire, bon, il faut parler avec ses collègues. C'est pas la façon de faire avancer ici les idées. Il faut agir d'une autre façon. Et on va toujours agir, en étant un membre d'un pays, on va toujours agir en tenant compte de votre pays parce que vous le connaissez, vous savez les problèmes et les priorités de votre pays sont plus proches que les priorités et les problèmes d'un pays très lointain. C'est logique. Mais on ne doit jamais imaginer que la première responsabilité, c'est d'être ambassadeur. Et même, j'ai eu l'expérience, si vous lisiez la presse espagnole de l'époque, vous savez certaines critiques vers ma personne. Je dis, bon, si je suis commissaire à la concurrence, et je crois qu'il y a une aide d'État qui ne doit pas être considérée compatible, la responsabilité de dire que cette aide d'État n'est pas compatible. Non, mais c'est l'Espagne. Je dis, oui, l'Espagne a fait l'aide d'État qui n'est pas compatible. Ou le déficit public menant dans les chaussures de Pierre Moscovici. La France et l'Espagne, c'était le dernier pays en déficit excessif. Moi, j'ai aussi eu l'expérience avec l'Espagne, en l'année 2009 ou 2010. Le pays du commissaire est en déficit excessif. Qu'est-ce qu'il fait le commissaire? Il doit décider oui ou non. Analyser les choses. S'il y a un déficit excessif, il va le dire. S'il peut, 3 mois avant ou 5 mois avant, lors de la discussion du dernier budget, parler comme un ami avec le ministre des Finances, avec le président du gouvernement, lui dire hey, faites attention parce que si vous ne corrigez pas ce déficit, moi, je serai le responsable de proposer au collège des commissaires et au conseil qu'il y a un déficit excessif. Et ce sont les règles de jeu. Et je crois qu'il faut respecter ce type de rôle. Et je crois que c'est beaucoup mieux pour l'ensemble de la Commission et l'intérêt général européen. Mais c'est aussi beaucoup mieux pour le rôle d'un commissaire, que sinon on va perdre la crédibilité. Et cette indépendance, elle se matérialise avec la prestation de serment. Oui, il y a un serment. Est-ce que vous pouvez partager comment ça se passe? Il y a un serment face à la Cour de justice à Luxembourg où on dit je promets
faire respecter les traités, gardien des traités, etc., etc., et ne pas suivre aucune instruction de n'importe qui. C'est un serment formel avec la Cour de justice en face de vous. Oui, oui, bien sûr. Concurrence et le numérique. Hier, j'étais au Palais d'Europe à Varsovie, à Anatoline. J'ai parlé de ça. Dans 3 semaines, je dois parler de ça à Sciences Po. Alors, je vais essayer de ne pas le faire du point de vue plus académique. Le monde digital, les grands opérateurs qui ont augmenté grâce aux technologies numériques, tout ça, dans certains cas, devient monopole naturel. Et à l'époque, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, quand il y avait un monopole naturel, l'État prenait les monopoles dans ses mains et c'était un monopole d'État. Et dans les années 80, dans les années 90, on a libéralisé, ici en Europe, les télécoms, le transport, l'énergie, les services postaux, tout ça. On sait que les monopoles d'État sont tout à fait inefficaces de beaucoup de points de vue et que la concurrence avec la régulation et le régulateur dans ces secteurs, même dans ces secteurs qui étaient des monopoles naturels, des monopoles officiels pendant beaucoup de temps, les services pour les citoyens sont beaucoup mieux, avec plus de choix, meilleure qualité, meilleur prix, avec le fonctionnement des marchés dans des règles. Qu'est-ce qui se passe dans le numérique? Il faut trouver la façon d'améliorer le fonctionnement de ces marchés. Il y a une tendance vers le monopole naturel, mais sans tomber dans les vieilles pratiques de monopole étatique. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a 2 possibilités qui ne sont pas contraires. On peut le faire d'une façon complémentaire, d'une façon la concurrence, l'application de la politique de concurrence contre les abus de position dominante, contre les accords illégaux, contrôlant certaines concentrations d'entreprises, etc. Et d'un autre côté, il faut trouver la régulation. Mais comment est-ce qu'il faut orienter la régulation du numérique? C'est une question extrêmement compliquée. Parce qu'on doit réguler les plateformes online, les share economy, économie, je ne sais pas comment on dit en français, partagée. Airbnb est différent de Uber. eBay, Amazon sont différents que Spotify ou YouTube. Google est différent de Facebook. Il y a des tas de plateformes avec ces tendances d'une façon ou d'une autre vers des positions dominantes dans les marchés qui peuvent être abusives et vers une tendance même à Google ou Facebook, monopole naturel. Et comment est-ce qu'on doit faire ça? Il n'y a pas encore la réponse. Et la régulation, à part qu'il n'a pas la réponse encore, l'aura dans le futur, mais pas encore, est une procédure très lente. Et ces marchés avancent à une vitesse énorme. Si l'on veut commencer une régulation maintenant, et on va finir la régulation dans 4 ans, qui sait dire aux régulateurs quelle va être la position de ces marchés numériques, entre les différents marchés numériques, dans 4 ans, 5 ans? Quelle était la situation de Google quand on a commencé à faire l'investigation de antitrust en novembre 2010? Complètement différent de l'actuel. On ne connaissait pas à l'époque très bien qu'est-ce que c'était Android. Et Android maintenant est propriétaire de Google. Il y a une nouvelle investigation qui a commencé avec Android, que c'était inconnu comme problème au moment où l'on a commencé à faire l'investigation de Google. Et la même chose on pourrait dire d'autres plateformes. Alors c'est une question compliquée, mais toujours il faut jouer concurrence et régulation, pas comme antagoniste, mais comme complémentaire. Et les sélections, la Commission ne doit pas diviser les consensus pro-européens. Cela va nuire les élections européennes? Absolument pas.
Je crois que le consensus n'implique que chacune des parties qui participent au consensus va éliminer une façon différente d'exprimer ses visions de futur, ses priorités, ses points forts et ses points faibles. Le consensus implique une négociation pour trouver une façon commune de faire avancer, mais pas l'élimination des différentes positions d'origine qui vont enrichir le débat vers le consensus. Je crois que les partis au niveau européen ont un rôle à jouer extrêmement important. Ils le jouent très peu, d'une façon très faible. Malheureusement, la plupart des débats des élections européennes, c'est national. Au moins dans mon pays, et je crois que dans la plupart des pays. Spitzenkandidaten, oui, moi je suis d'accord. Ce n'est pas parfait. Il faut, de la part des partis européens et des partis nationaux qui décident quand ils sont assis à la table de chacun des partis européens, il faut trouver des personnalités qui vraiment vont attirer l'attention et vont lidérer les débats dans une élection européenne. J'aurais beaucoup aimé les listes transnationales. Ça aurait trouvé des gens qui ne sont pas liés directement dans une circonscription nationale. Ça aurait évité à une partie des candidats de parler des questions nationales et aurait concentré beaucoup plus le débat sur les questions européennes. Mais d'une façon plus pragmatique et pratique, imaginons que le Conseil européen rejette l'acceptation de Spitzenkandidaten et que les 2 ou 3 grands partis européens, les libéraux, les socialistes, les sociaux-démocrates et les partis populaires, disent OK, nos leaders ne veulent pas, on ne va pas jouer cette fois-ci le jeu de Spitzenkandidat. Et le Conseil européen, avec la vieille méthode, va proposer une candidate, cette fois-ci sera une candidate, au Parlement. Si le Parlement continue à être défenseur de Spitzenkandidat, le candidat va dire non, je vais voter contre. Vous devez respecter le jeu de Spitzenkandidat. Bon, je crois que finalement, on aura de bons points de vue Spitzenkandidat. La question est si l'on va proposer des Spitzenkandidaten fortes politiquement ou faibles. Très intéressant. Alors, dernier tour de questions. On commence avec vous. Alors, bonjour, merci pour votre intervention. Tout à l'heure, vous avez conclu avec les termes suivants, ne pas se laisser gouverner par la bureaucratie. Juncker a voulu la réforme de la Commission en disant qu'il souhaitait une Commission plus politique. Ma question porte sur les administrations nationales et j'aimerais savoir ce que vous pensez de celle-ci. On a aujourd'hui une superposition administrative avec les institutions européennes qui édictent les normes, dont la Commission, et ensuite avec une délégation aux administrations nationales. Est-ce que la clé de la repolitisation ou de la politisation de l'Union européenne ne passe pas par ces administrations nationales? Ok. On prend... Oui. Il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Moi j'ai une question très pratique. Je voulais savoir en fait comment décider de l'attribution d'un portefeuille à un État membre. Ok, là-bas. Et pour continuer sur cette question-là, je me posais la question des rapports de force entre les pays, entre les États dans cette commission. Est-ce qu'on a un processus plutôt onusien avec les gros pays qui ont le monopole justement de la prise d'initiative et des propositions chargées de faire avancer le consensus, ou est-ce qu'il y a vraiment un rapport de force plutôt égalitaire? Donc en fait l'état de santé de la démocratie dans cette commission. Et je pense que vous avez attisé notre curiosité sur le jargon. Si vous avez quelques mots anglais qui sont utilisés seulement à Bruxelles, ce serait très intéressant. Ok, merci. On va terminer ça. Ok. Alors, les rapports entre
la politisation et les bureaucraties, pas seulement européenne et nationale. Bon, il y a, pas seulement au niveau européen, dans l'esquisse de gouvernance au niveau global aussi, il y a un rôle attribué aux experts. Il y a les réseaux, les networks d'experts dans certains domaines qui sont capables de s'intégrer au niveau supranational d'une façon parfois plus facile que le niveau politique. Et il y a des pouvoirs qui est transféré parfois du niveau des leaders politiques nationaux au réseau, c'est plutôt transnational. Dans l'économie, c'est très clair. Il n'y a pas seulement le Fonds monétaire, toute la communauté autour des banques centrales, des experts financiers, des hauts fonctionnaires du ministère des Finances, à Basel, Bâle en français, Washington, Bruxelles, Francfort. C'est un réseau qui a beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir, parfois explicite, mais la plupart des fois qui n'est pas transparent, mais qui influence beaucoup de décisions ou sont capables de mettre des barrières pour éviter la prise de certaines décisions. Ça, c'est clair. Et il n'y a pas au niveau politique supranational, sauf dans l'Union européenne, avec cette difficulté parfois de prendre des décisions au niveau européen, mais au niveau global, il n'y a pas un réseau politique qui a la maîtrise de ce type de réseau, parfois. Par exemple, j'ai l'expérience de G20, ou G7, ou G8, avec quelques exceptions, de beaucoup de décisions qui arrivent aux conclusions de ce type de sommet sont des conclusions qui ont été préparées, discutées, négociées et écrites par des experts. Les leaders qui sont là, ont la photo de famille, comme dit toujours Juncker, où est-ce qu'on va publier cette photo? Des photos de famille, des dîners et des discours, mais le vrai compromis qui justifie cette réunion a été fait à notre niveau. Moi, je connais les domaines économiques et financiers, et là c'est clair. Il y a des personnalités au niveau politique, mais il y a beaucoup de décisions et beaucoup de critères, beaucoup de stratégies qui ont été négociées et qui ont avancé grâce à ces réseaux d'experts, de hauts bureaucrates. Dans d'autres domaines, je ne sais pas. Bon, il y a des domaines, ce n'est pas exactement un niveau comparable, mais la concurrence. Il y a entre les autorités de concurrence des grands pays, la Commission européenne, les deux autorités américaines, les Japonais, les Coréens, les Australiens, parfois les Brésiliens, il y a un réseau. Et parfois ils invitent des membres des tribunaux, le tribunal de justice européen, ou des tribunaux américains, ou des tribunaux de certains pays. Et il y a une dynamique. Et le niveau politique, en général, ne suit pas, ni est conscient. Autre type d'autorité indépendante, régulateur, peut-être, ont aussi avancé, mais je ne connais pas De mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est que les administrations nationales soient en dialogue continu avec l'administration européenne. Et cela existe, en général, au niveau des conseils, parce qu'il y a des groupes de travail, des conseils continus. Cela existe dans certains secteurs d'une autre façon avec la Commission, parce qu'il y a aussi beaucoup d'interactions dans des groupes de travail, des comités, etc. Avec le Parlement, oui, cela existe. Mais au niveau national, la transmission vers le niveau politique, je crois que c'est moins facile que la transmission que l'on fait de ce travail bureaucratique au niveau des décisions politiques européennes. Mon expérience en Espagne, c'est que la transmission
en haut de ce qu'ils font les bureaucrates intégrés dans ces réseaux ne fonctionne pas très bien. C'est mon impression. Comment est-ce qu'on décide les portefeuilles? Bon, en théorie, décision du président. Le président est élu, et une fois qu'il a été voté par le Parlement, il commence à recevoir les propositions de futurs commissaires de la part des États membres. Le président peut négocier avec un État membre, ne présente pas ses noms parce que je ne veux pas. Parfois, il le fait. Pas avec les grands pays, mais oui, avec les moyens et petites. Entre autres choses, parce qu'il faut améliorer la parité hommes-femmes au niveau de la Commission. Et c'est une façon qu'il y a le président de négocier avec des États membres, avec les moyens et petits, pas avec les grands en général. Et en fonction des noms qu'il reçoit, et en fonction de ses besoins, c'est le président qui décide de la distribution. Les grands pays peuvent dire au président, si tu me donnes cette portefeuille, je te propose cette personne. Si tu ne me donnes pas le portefeuille que je regarde, alors tu ne vas pas recevoir ce que tu veux. Il y a une négociation comme ça. Dans d'autres cas, le candidat proposé arrive à Bruxelles, fait la connaissance de celui ou celle, non, pas encore celle, celui qui va être son chef pendant 5 ans, et lui dit, moi, il ne me reste que cette portefeuille ou cet autre portefeuille. Qu'est-ce que tu veux? Mon expérience. La première fois, je suis arrivé comme commissaire pour succéder à l'Espagnol qui était le commissaire d'économie et finances, économie et affaires monétaires, qui a été nommé ministre en Espagne. Alors, je lui dis à Romano Prodi, auquel je connaissais, papa, Romano, je serais très heureux de continuer avec les affaires économiques et monétaires. Et Romano m'a dit, moi aussi, ok. C'était pas difficile. Barroso arrive, je ne le connaissais pas. On est voisins, les Portugais et les Espagnols, en général, les Espagnols ne connaissent pas beaucoup le Portugal, pendant que les Portugais connaissent parfaitement l'Espagne. C'est un déséquilibre terrible. Alors, je suis allé à Lisbonne pour parler, pour connaître et parler avec Barroso. Et je lui ai dit, enchanté, moi je voudrais continuer comme affaires économiques et monétaires. Et j'avais dit au président du gouvernement, Zapatero, appelle Barroso et il doit lui dire que je vais lui demander de continuer à... Il l'a fait. Et Barroso, au début, il voulait garder cette possibilité. C'est un portefeuille qui peut y avoir beaucoup de candidats. Mais je lui dis, non, ça ou rien. Sinon, je rentre à Madrid, je passe encore faire les transferts de mon appartement à Bruxelles. Alors, si tu ne me donnes pas ça, je ne suis pas intéressé à être le commissaire pour la santé, vraiment. Et finalement, il m'a dit, ok, laisse-moi 24 heures. Il m'a dit, oui, parfait. La fois suivante, Barroso à nouveau, on se connaissait déjà. Je aussi téléphoné à Zapatero, président, je vais voir demain Barroso et je vais lui dire que je vais continuer à ça. Ah oui, je vais lui téléphoner. J'arrive à parler à Barroso, José Manuel, je veux continuer. Il dit non, Joaquin, malheureusement j'ai décidé qu'aucun des commissaires qui va répéter va continuer au même portefeuille. Je dis, oh. Et je lui dis, dans ces cas-là, je veux seulement concurrence, pas d'autres portefeuilles. Si tu n'as pas la concurrence pour moi, je dis à Zapatero qu'il doit penser à te proposer un autre nom, laisse-moi 24 heures. Parce que je crois, mais il n'a jamais reconnu ça, je crois qu'il avait promis la concurrence à un autre commissaire. Il m'a dit, mais tu ne voudrais pas... Non, tu ne voudrais pas, non. Concurrence. Si tu ne me laisses pas continuer à sa affaire économique, concurrence. Et alors, il a laissé passer 24 heures, il m'a dit, ouais, Joaquin, je peux régler ça, concurrence. Ok. Alors, il y a des différentes façons.
Je finis avec ça. Le commissaire roumain, la première fois la Roumanie est devenue membre, 2007. Il arrive un type qui avait été les négociateurs de la Roumanie, le secrétaire d'État pour l'affaires européenne, qui avait négocié l'intégration. C'était à la mi-mandat, 26-27. Il y avait déjà 25 commissaires avec 24 portefeuilles, le président n'a pas emporté. Alors, le pauvre Guy, il a reçu multilingualisme. il a dû regarder un peu qui avait quelques connaissances de multilingualisme dans l'Europe. Il m'a dit, Joaquin, l'Espagne parle plusieurs langues. Hein? Oui, c'est une richesse qu'on a en Espagne, mais parfois ça crée certains problèmes. Et il m'a demandé un briefing sur je suis du Pays Basque, les Basques. Ah oui, les Basques. Et qui parle basque en plus? Bon, une petite partie du sud-ouest de la France, pas de problème. Et la Navarre, la moitié de la Navarre, qui est voisin du Pays Basque, là tu auras un problème. Faites attention si tu vas là. Il n'avait aucune idée et aucun bureaucrate autour de lui qui connaissait l'affaire. Ça a été une négociation de dernière minute. Ouais, ça dépend de ça. Jargon en anglais. C'est pas, je devrais rentrer à Bruxelles pour écouter parler 10 minutes et je dis, voilà, la façon de parler. Et les petits pays, ils peuvent être très influents. Ils peuvent être. Au niveau de la Commission, un commissaire d'un petit pays peut être beaucoup plus influent qu'un commissaire d'un grand pays. Du fait, le Luxembourg a eu, avec Juncker, 3 présidents de la Commission. L'Espagne, aucun. La Belgique a eu des commissaires très influents. Ça dépend de la personnalité, ça dépend de comment il exerce le pouvoir. La pression sur la bureaucratie, sur les commissaires, sur l'institution européenne pour défendre l'intérêt national, bien sûr, c'est beaucoup plus grande par les grands pays. De mon point de vue, la France et le Royaume-Uni ont des services extérieurs très puissants, très bien organisés, et ils savent très bien définir ses positions, ils savent comment le présenter. Mais de mon point de vue, l'efficacité allemande, de ce point de vue-là, n'a pas de concurrente à ce moment-là. N'importe quel Allemand parle d'un sujet qui est à l'agenda européen, il dit la même chose. Il dit, mais ce n'est pas une question de naissance, ça doit être une question d'une coordination interne dans l'Allemagne. Et une fois que la machine allemande commence à avancer avec ses positions, c'est très puissant. Un petit pays ne peut pas faire ça, n'a pas les moyens. Merci infiniment. Okay. Merci.